Vous qui décrivez tant dans le livre le besoin d'étreindre, pardon. Et justement, parce que ça allume l'étreinte. Ça allume l'étreinte, ça c'est joli ça. Le besoin de la peau de l'autre, du contact physique. Moi je me suis dit, elle doit être malheureuse comme les pierres en ce moment, Fleur. C'est difficile. C'est difficile. Il m'arrive de transgresser avec les gens que j'aime, mais ouais, mais enfin, je sais pas, pardon, mais c'est difficile dans un cadre familial avec nos enfants de ne pas pouvoir à un moment donné les toucher. Ça a été encore plus difficile au moment du confinement parce que là, pour le coup, on n'est même pas dans le contact visuel. C'est-à-dire que on est vraiment entre les quatre murs d'un appartement, et je me suis interrogée sur justement la valeur de l'étreinte à ce moment-là. Je m'interrogeais déjà beaucoup sur ce sujet, mais à partir du moment... Bien avant le confinement. 2 ans avant. En fait, je trouve d'abord que c'est un mot magnifique, le mot étreinte. Ouais, c'est vrai. C'est canon, quoi. Alors justement, il y a cette phrase d'Henri de Monterland qui explique que c'est l'anagramme, j'y aurais jamais pensé, l'anagramme d'éternité. Éternité. Ah oui. Étreinte, éternité. Et là, les yeux de David s'ouvrent. Ouais. Moi, j'apprends tous les jours dans cette émission. Mais oui, et en fait, il y a toute une éternité dans une étreinte, ou en tout cas, ça peut laisser une trace, je dirais, Éternelle. une empreinte éternelle. Il est des étreintes qu'on n'oubliera jamais. Et c'est ce que vous écrivez dans le livre, et il y a une très belle phrase aussi, où vous dites, il n'y a qu'une chose qu'on ne peut faire seul dans la vie, c'est étreindre. C'est vrai. On peut s'embrasser, on peut se faire l'amour, on peut se parler, on peut se toucher. Mais la chose que je ne puisse pas faire sans mon voisin, c'est justement l'étreinte. Et d'ailleurs, dans le mot étreinte, vous avez 2 T, quoi. Il y a quelque chose vraiment de... On embrasse, quoi. Ouais, vous avez la description physique du mot. Absolument, ouais. L'étreinte amoureuse et l'étreinte maternelle, vous en parlez beaucoup dans ce livre. Oui. On va revenir évidemment sur l'histoire. François, vous, ce serait plutôt l'étreinte ou l'étau numérique dans votre livre, cette proximité avec nos téléphones. Finalement, c'est la seule chose qu'on touche beaucoup et qui nous fait cette distance avec le monde, Covid ou pas Covid d'ailleurs. Ça avait commencé bien avant. Oui, je pense qu'on partage le même constat d'ailleurs, l'importance du toucher. Ah oui. Et c'est vrai qu'on a vécu dans cette période qui n'est pas terminée, de crise sanitaire, la manière dont les nouvelles technologies ont essayé de compenser et de pallier notre absence justement de connexion, de communication, enfin d'échange, d'étreinte même réelle. Donc ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est comment les nouvelles technologies, sous la promesse de nous rendre plus connectés les uns des autres, quelque part nous éloignent, parce que pour l'instant, les nouvelles technologies n'ont pas réussi à modéliser ce toucher, à nous permettre de se toucher véritablement, même si elle nous donne toutes les apparences et toute l'illusion. Donc c'est ce que je raconte dans cette société du sans-contact, qui est un peu finalement l'antithèse de l'étreinte. D'ailleurs, le titre du livre, La société du sans-contact, j'ai cru que c'était un résumé de ma vie sexuelle. Mais ceci dit, il y a des expérimentations numériques de combinaisons actionnables à distance, de sextoys actionnables à distance. Alors c'est très marginal, mais il y a des gars et des filles qui ont essayé. Donc vous enfilez une combinaison. Ah oui ? Quelqu'un a un smartphone à 10 000 km et donc vous pouvez chatter, il a la combinaison et puis à un moment donné il actionne des boutons et puis la combinaison commence à vous chatouiller un peu. Alors c'est totalement artificiel. Oui, mais il y a même des objets qu'on peut... Oui, mais il y a des sextoys. Qui se mettent... Ben oui. J'ose pas Mais le dire c'est parce vrai, que- bien sûr. Des œufs vaginaux qu'on met et qui se... Voilà, je pensais aux œufs. Enfin, Oui, voilà. qui se... Et donc, vous les introduisez là où vous voulez, oui. Et quelqu'un avec son smartphone, mais qui n'est pas dans la même... Non mais attendez, on est parti de l'étreinte qui était hyper Non, mais on est au romantique. cœur, On arrive aux du œufs. sujet. Mais On est au attention cœur du là-dessus sujet. au piratage, parce qu'il y a eu des cas où ces objets connectés ont été piratés, hackés par des gens qui donc stimulaient à un moment où la personne n'avait pas décidé d'être stimulée. Bien sûr. C'est extraordinaire en même temps. C'est le contact intrusif. Alors là, j'ai complètement perdu. Allez-y. Mais ceci dit, il y avait quelque chose de très intéressant pour en revenir presque aussi au langage numérique, parce qu'on s'est tous jetés sur nos téléphones, parce que c'est vrai que ça a été un support. Je pense qu'un confinement, il y a 40 ans, aurait eu d'autres allures. Il y a 30 ans aussi, c'est-à-dire que là, on a tous trouvé un recours à travers les nouvelles technologies, enfin qui ne sont plus si nouvelles que ça finalement, vrai, parce c'est qu'elles vrai. sont maintenant dans notre vie, on les appelle comme ça, mais pour pouvoir être en contact les uns avec les autres. Et j'avais même entendu qu'il était question d'inventer un nouvel emoji, qui est l'emoji de l'étreinte. Et moi, pendant le confinement, j'avais inventé une combinaison d'emojis avec une personne en particulier pour lui dire voilà, que je le prenais dans mes bras. Alors, c'était évidemment pas aubergine / Pas du tout, Alors, parce c'est que ça comment n'est pas... Ah ouais, Avec des T, c'était peut-être. notre langage à nous, Ah oui. mais c'était en fait une façon, à un moment donné, c'était comme un rébus qui voulait dire étreinte parce que l'emoji n'existait pas. Et j'ai appris qu'on faisait des recherches aujourd'hui pour trouver l'emoji qui pourrait caractériser l'étreinte d'une façon universelle. Bizarrement, c'est vrai que les téléphones sont devenus, pendant ce confinement, notre lien social, notre façon de
de toucher le monde sans le toucher. Oui, en fait, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'effectivement, ça a été un recours qui nous a bien servi, mais ça devient compliqué quand ça devient une norme. Parce que quand j'ai pensé à cette société du sans contact, c'était avant le confinement. Et je voulais déjà montrer à quel point c'est une facilité que l'on a de plonger dans ces outils-là, mais c'est des outils qui nous donnent une impression de réalité qui est déjà faussée. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est déjà une réalité qui est travestie. Quand on fait des FaceTime, on se regarde jamais dans les yeux. Là, ce qui est en train de se passer en se regardant tous les uns les autres dans les yeux, il y a plein d'informations qui passent. On est dans de l'infraverbal, on est dans de l'humanité, on ressent des choses. Mais éventuellement, tout, en fait. Merci, vous aussi. Mais les réseaux, les écrans... son parfum d'ici. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'il sent très fort, David. Mais les réseaux annihilent tout ça. Et ce que je voulais montrer aussi, c'est à quel point les GAFAM profitent de cette situation. Donc les Google, Facebook, Amazon, etc. Facebook et Apple ont profité de cette situation de manière assez incroyable et que ça a été pour eux une forme d'opportunité incroyable pour accélérer le mouvement vers une forme de déshumanisation et donc tout sauf l'étreinte. Et l'étreinte est une résistance quelque part aussi à tout ça. C'est une réponse que l'on ne peut pas encore véritablement se donner parce qu'on est dans des conditions qui ne nous le permettent pas. Mais j'ai l'impression que l'étreinte va devenir comme une sorte peut-être aussi de valeur refuge. J'ai juste peur qu'à être loin les uns des autres, on en perde le goût. L'habitude. Et l'habitude. C'est-à-dire qu'il nous faille, au sortir de tout ça, apprivoiser nos émotions et effectivement ces fameux sens-là qu'on est en train d'étouffer, quoi. C'est formidable, pardon, je vais pas le faire, mais c'est formidable de toucher une peau. Mais ouais, mais de condition toucher... de mettre Mais on va le faire, on a du gel. De toucher une peau, la palpitation de la chair, des regards qui se croisent. On est humain, quoi. On est fait pour vivre et ressentir. La perte de l'habitude, c'est très juste. C'est-à-dire que là déjà, vous voyez, on s'habitue à tout lorsqu'on là, est on est arrivé, humain. on s'est tous tenus à distance. On a peur de la rencontre avec l'autre. Voilà, parce que l'autre devient un danger. À la base, quand on se serrait la main, ce qu'on vient de faire, c'était un geste pacifique. Ça voulait dire je n'ai pas d'arme, tu n'as pas d'arme, on se serre la main. Là aujourd'hui, malheureusement, se serrer la main, là on vient de prendre un risque en fait, parce que potentiellement on peut s'apporter le virus. On va se laver les mains, mais on le refait. Mais c'est ça. Oui, on est en train de... Ça devient stressant. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Et ça, c'est éminemment regrettable parce que justement, on n'est plus du tout dans le même langage. L'autre devient quelque part étranger, voire même nos proches nous deviennent hostiles. Moi, je pense aux personnes âgées, aux plus jeunes. On voit presque l'autre comme effectivement. Mais juste sur les personnes âgées dans les EHPAD, pardon, il y a des gens qui sont morts, pardon David, ils sont morts de la solitude. Bien et sûr. ça, on l'a pas assez dit. Et le sentiment d'abandon. Donc on a sacrifié le contact avec les proches, avec la famille, pour une menace à court terme, voire à court terme, très court-termiste du virus, en sacrifiant en fait un lien social et humain qui tue tout autant, finalement. Un lien d'amour et un lien d'amour est réel.